L'arrivée de Christophe Colomb sur le nouveau continent en 1492 a été un événement qui a profondément influencé le reste de l'histoire mondiale. Les deux forces motrices derrière cet atterrissage et les explorations subséquentes, l'Espagne et le Portugal, ont commencé à se partager la richesse du Nouveau Monde entre elles et à exploiter la population indigène ainsi que les ressources du continent. Alors qu'un vaste pays comme le Brésil est tombé sous la domination du Portugal, tous les territoires sauf le Brésil ont été laissés à l'initiative de l'Espagne. Les Espagnols ont divisé les terres qu'ils ont reçues en unités administratives locales plus petites, appelées virreinato, chacune dirigée par des gouverneurs généraux connus sous le nom de vice-rois. Au début du XIXe siècle, les territoires latino-américains et nord-américains sous domination espagnole ont été divisés en 4 virreinatos majeurs, à savoir la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Granade, le Pérou et le Rio de la Plata, comme on peut le voir sur la carte. En raison de la distance considérable entre le continent américain et la métropole espagnole, l'autorité centralisée n'a jamais été aussi forte que souhaitée dans les régions exploitées. Ce vide de pouvoir, dans les zones sous contrôle espagnol, a conduit à l'émergence d'une gouvernance de type féodal, ainsi qu'à l'assimilation rapide et à l'esclavage de la population locale. La résistance des peuples exploités du « Nouveau Monde » contre les États impérialistes a commencé avec les nouvelles idées et les événements politiques des XVIIIe et XIXe siècles. Le facteur le plus significatif qui a mis le feu à l'indépendance en Amérique latine a été la rébellion des colonies britanniques du Nord, qui ont obtenu leur indépendance de Londres. D'autres facteurs contributifs à la formation de l'idée d'indépendance étaient les idées propagées par la Révolution française et l'incitation des colonies latines contre l'Espagne par les Britanniques. L'idée de liberté s'est rapidement répandue parmi le groupe créole, et non parmi les populations indigènes qui avaient été exploitées pendant des siècles. Les créoles étaient un terme utilisé pour ceux qui venaient d'Espagne et s'installaient dans les nouveaux territoires, se mêlant en quelque sorte à la population locale et devenant des propriétaires terriens fortunés. Ces enfants créoles fortunés, qui n'étaient plus européens ni indigènes, sont allés en Europe, où ils ont été exposés à des idées libérales, établissant des contacts avec des loges maçonniques. À leur retour, ils ont formé et organisé des groupes républicains dans leur pays. Les guerres napoléoniennes ont été le catalyseur qui a mis ces idées en mouvement. Napoléon, l'empereur français, a pris l'Espagne en 1808, détrônant le roi Ferdinand et le remplaçant par son frère Joseph Bonaparte. En conséquence, les colonies d'outre-mer fidèles à Ferdinand se sont révoltées. Des juntas militaires soutenant Ferdinand ont été établis dans des villes comme Buenos Aires, Bogota, Caracas et Cartagena en 1810. Bien que nombre de ces juntas, fondés par des créoles, semblaient être contre les Français, leur objectif ultime était l'indépendance totale. Lorsqu'il est devenu évident que la véritable intention des juntas était l'indépendance, les gouverneurs coloniaux ont immédiatement agi. Cependant, il était trop tard, car l'initiative contre Napoléon s'est transformée en une guerre entre royalistes et républicains. L'un des acteurs clés de cette lutte était le général Francisco de Miranda de Caracas, qui avait été un guide dans l'aventure de la liberté du continent pendant de nombreuses années. Ayant participé à la guerre d'indépendance américaine et aux guerres révolutionnaires françaises, Miranda rassembla des républicains autour de lui, déclarant l'indépendance du Venezuela en 1811 et s'engageant dans la lutte. Cependant, la situation ne s'est pas déroulée comme prévu, et après que ses forces aient été vaincues par Monteverde, le commandant royaliste, en 1812, Miranda tenta de signer un accord de paix. Pendant ce temps, Simon Bolivar, l'un de ses officiers, le trahit, le remettant aux Espagnols lorsqu'il apprit que Miranda essayait de se rendre. Malgré son statut de républicain, l'acte de Simon de livrer le général, qui était du côté de la couronne, éveilla des soupçons sur ses véritables intentions. Cet événement devint un tournant dans sa vie. Ayant l'opportunité de passer en Colombie après avoir remis le général, Simon Bolivar, qui avait abandonné sa patrie du Venezuela, prit sur lui de renverser le gouvernement espagnol.
Il publia le manifeste de Carthagène, appelant à l'unité contre les Espagnols dans tout le continent. Avec les troupes qu'il rassembla, il se dirigea vers le Venezuela, déclarant la guerre à mort, affirmant que la guerre n'était pas entre royalistes et républicains mais entre Espagnols et Américains, mettant l'accent sur une ligne nationaliste. Le 2 juin 1813, il entra dans Caracas après une campagne difficile, déclarant l'indépendance du Venezuela pour la deuxième fois. Le peuple accueillit Bolivar en tant que « El Libertador », signifiant le libérateur. Simon, comptant sur le soutien d'Alexandre Pétion, le leader d'Haïti, et bénéficiant d'une aide financière accrue des Britanniques aux colonies espagnoles et à Bolivar, se dirigea vers les territoires non occupés. Avec la campagne réussie de Nouvelle-Grenade en 1817, capturant Angostura et déclarant la Troisième République vénézuélienne en 1819, il avança vers la Colombie actuelle, traversa les Andes et battit les forces espagnoles dans la bataille de Boyaca en août 1819. De là, il réussit à entrer à Bogota, le centre administratif de la région. Peu de temps après, le Congrès se réunit à Angostura, déclarant l'établissement de la Grande République de Colombie et élut Simon Bolivar comme son président. Le Venezuela, l'Équateur et la Colombie firent partie de cet État vaste ainsi déclaré. Cependant, pour réaliser le rêve d'une Amérique unie, il devait surmonter la résistance de la dernière grande force espagnole au Pérou, dirigée par le général José de la Serna. Jusque-là, le mouvement d'indépendance au Pérou, au Chili et en Argentine avait été dirigé par un autre général révolutionnaire, José de San Martín, considéré comme le plus grand rival politique de Bolivar. Lorsque les deux leaders ne purent s'entendre sur la libération du Pérou, ils se rencontrèrent en 1822, et pour une raison quelconque, San Martín se retira du combat, soutenant la cause de Bolivar. À ce moment-là, le destin de Simon Bolivar était soit d'avoir l'opportunité d'expulser la force espagnole du continent, soit, au contraire, de disparaître dans l'immensité de la géographie du Pérou. En juin 1824, Bolivar mena son armée de 9000 hommes sur des milliers de kilomètres vers le sud en direction des Andes. Son armée était composée de bataillons expérimentés, y compris des mercenaires britanniques et irlandais. Le général de la Serna, avec un peu plus de 10 000 soldats, attendait son ennemi dans les hauteurs du Pérou. La première cible de l'armée de Grande Colombie était la force d'avant-garde de 1300 cavaliers et 4000 hommes commandés par Cantrac. Cantrac, qui avait récemment repris le port de Callao aux Républicains, accepta le combat près du lac Junin lorsqu'il remarqua le danger posé par les forces bolivariennes descendantes. Bien que Cantrac, qui avait judicieusement lancé la première attaque contre la cavalerie irrégulière de Bolivar, ait été celui qui attaqua en premier les forces dispersées, il semblait que l'avantage d'avoir une unité mixte jouait en faveur de Bolivar. La petite unité de hussards de Bolivar encercla l'adversaire, infligeant des pertes importantes, et Cantrac se retira du champ de bataille. Après la victoire, alors que Bolivar décidait de descendre vers la côte avec une petite unité, il laissa la force principale de 7000 à 8000 hommes commandés par le général Sucre faire face aux forces de Cantrac et de la Serna qui attendaient dans le camp principal. Après la bataille de Junin, les partis ne se précipitèrent pas dans une nouvelle confrontation, passant du temps à chercher un site de bataille approprié. Une autre raison de leur retard était le risque d'hypoxie, ou manque d'oxygène, à de telles altitudes élevées. En tenant compte du fait que les pilotes de guerre portent des masques à oxygène à cette altitude, il devient clair à quel point la situation était sérieuse. La carence en oxygène, affectant à la fois les capacités physiques et mentales, faisait courir misérablement les soldats et les généraux des deux côtés sur les plateaux jusqu'à ce qu'ils s'acclimatent à cet environnement. Pour un soldat, la chose la plus destructrice dans de telles conditions, où les approvisionnements et les munitions diminuent progressivement pendant des mois, est de vagabonder sans but plutôt que de combattre. Vers la fin de 1824, de la Serna, se positionnant entre l'armée de Sucre et la côte, attira son adversaire à Ayacucho, un point de bataille idéal. Sucre plaça l'infanterie sur les flancs.
Son objectif était de pousser son adversaire vers le haut de la colline sans le ramener à la plaine. Les forces des deux côtés étaient généralement composées des mêmes unités. Le seul type de soldat différent était la cavalerie Lanero dans les rangs de Sucre. Les Lanero étaient les cow-boys de l'Amérique du Sud. Ces soldats irréguliers, appelés la cavalerie la plus légère, portaient une tenue ressemblant à un poncho au lieu d'une armure, un chapeau de paille, utilisaient un lasso et une longue lance comme arme, et utilisaient un pistolet à un coup comme arme à feu. Ils chevauchaient leurs chevaux sauvages sans selle, enroulés autour du cou des chevaux, et attaquaient avec leurs lances. Ils étaient appelés Lanero, ce qui signifie les hommes des plaines, en raison de leur capacité à manœuvrer leurs chevaux dans les vastes plaines de l'Amérique du Sud. Cette compétence équestre les rendait avantageux par rapport à la cavalerie rivale. La cavalerie de type européen du côté espagnol, qui entraînait ses chevaux depuis des années, attachait une grande valeur à leur monture et évitait de les frapper autant que possible. Pour le Lanero, berger et chasseur, l'importance de la monture était minimale. En Amérique du Sud, il y avait une abondance de chevaux sauvages, et ces bergers avaient la capacité d'utiliser un nouveau cheval instantanément lorsqu'ils perdaient le leur. Sachant cela, les bergers faisaient de leur mieux pour attaquer les chevaux de la cavalerie adverse et les laisser sans monture. Il était beaucoup plus facile pour les Lanero de tuer un cavalier désarçonné. Bien que Bolivar et de la Serna n'étaient pas encore entrés dans la bataille, le général britannique Miller, qui n'était pas encore entré dans la bataille, se précipita vers Valdez avec sa cavalerie sans attendre d'ordre. Après que l'équilibre ait été rétabli, Sucre, avec un dernier mouvement, empêcha l'ennemi d'établir une nouvelle ligne sur les collines une fois que l'aile gauche effondrée de l'ennemi eut été arrêtée. À ce stade, les Espagnols n'avaient plus rien à faire que de battre en retraite après que leur résistance ait été brisée. La seule partie intacte des royalistes, engagés dans la bataille à droite, était la division Valdez. Bien que Sucre ait envoyé des renforts à la cavalerie de droite, dirigée par Valdez, il ne put pas arrêter sa progression. Alors que la bataille se développait de manière décisive en faveur des républicains, l'incapacité de Valdez à rompre le flanc gauche de la cavalerie de Sucre avec quelques milliers d'hommes soulevait le vent contre les Espagnols. Au moment où Valdez commençait à descendre pour attaquer l'arrière des Américains, qui avançaient vers les collines, l'armée révolutionnaire de Bolivar aurait pu être enterrée dans l'histoire. À ce moment-là, le général britannique Miller, encore non impliqué dans la bataille, se précipita vers Valdez avec sa cavalerie sans attendre d'ordre. Après que l'équilibre ait été rétabli, Sucre, avec un dernier mouvement, empêcha l'ennemi d'établir une nouvelle ligne sur les collines une fois que l'aile gauche effondrée de l'ennemi eut été arrêtée. À ce stade, les Espagnols n'avaient plus rien à faire que de battre en retraite après que leur résistance ait été brisée. La seule partie intacte des royalistes, engagés dans la bataille à droite, était la division Valdez. Bien que Sucre ait envoyé des renforts à la cavalerie de droite, dirigée par Valdez, il ne put pas arrêter sa progression. Alors que la bataille se développait de manière décisive en faveur des républicains, l'incapacité de Valdez à rompre le flanc gauche de la cavalerie de Sucre avec quelques milliers d'hommes soulevait le vent contre les Espagnols. Simultanément, le général britannique Miller, qui n'était pas encore entré dans la bataille, avança de sa propre initiative avec sa cavalerie contre Valdez. Après que l'équilibre ait été rétabli, Sucre, avec un dernier mouvement, empêcha l'ennemi d'établir une nouvelle ligne sur les collines une fois que l'aile gauche effondrée de l'ennemi eut été arrêtée. À ce stade, les Espagnols n'avaient plus rien à faire que de battre en retraite après que leur résistance ait été brisée. La seule partie intacte des royalistes, engagés dans la bataille à droite, était la division Valdez. Bien que Sucre ait envoyé des renforts à la cavalerie de droite, dirigée par Valdez, il ne put pas arrêter sa progression. Alors que Sucre envoyait des renforts à ce front depuis le centre, il ne put pas arrêter l'avancée de Valdez. Lorsque le cours de la guerre tourna clairement en faveur des républicains, les forces de Valdez, dont la résistance demeurait intacte, s'infiltrèrent derrière les lignes ennemies, inversant la situation.
Si Valdez avait réussi à se retrouver derrière les Américains attaquant dans la vallée et sur les collines, l'armée révolutionnaire de Bolivar aurait pu être ensevelie dans l'histoire. Pendant ce temps, le général britannique Miller, qui n'était pas encore entré dans la guerre, chargea Valdez avec sa cavalerie sans attendre d'ordre. Après avoir rétabli l'équilibre, lorsque Sucre empêcha l'ennemi de former une nouvelle ligne sur les collines en faisant un dernier mouvement, les Espagnols n'eurent d'autre choix que de s'échapper. Quelques centaines d'hommes, prêts à se battre, se rendirent lorsqu'ils apprirent que leur commandant de la Serna était blessé et capturé. À la suite de cette bataille, au cours de laquelle les royalistes perdirent 2 à 3 000 hommes et les républicains 1000, les bolivariens émergèrent victorieux, conduisant l'Amérique du Sud à la liberté, et les Espagnols furent complètement expulsés du continent. Le Pérou, et peu de temps après, la Bolivie se sépara du Pérou et devint indépendante après l'expulsion des Européens. Cependant, le principe selon lequel chaque révolution dévore ses propres enfants fonctionna comme d'habitude, et la chute de Simon Bolivar fut rapide. La lutte pour l'indépendance, qui ne pouvait pas être gérée de manière centralisée, s'arrêta en raison des difficultés économiques, des intérêts contradictoires et des conflits locaux. Bolivar, qui avait essayé d'atteindre ses rêves en augmentant son pouvoir, perdit d'abord le soutien du peuple, puis fut poussé à la solitude alors même que ses hommes les plus proches se détournèrent de lui. Malgré tout ce qu'il avait fait en menant la lutte pour l'indépendance, El Libertador a été contraint de démissionner en 1830, tout en se préparant à partir en exil. Il ferma les yeux sur la vie en raison de la maladie dont il souffrait depuis longtemps. Depuis sa mort, Bolivar a été évalué de différentes manières par de nombreuses personnes. Certains le voient comme un révolutionnaire, républicain, sauveur, un grand général, un noble leader qui a libéré les latino-américains, tandis que d'autres le considèrent comme un menteur, un faux révolutionnaire, un dictateur, un seigneur colonial égoïste qui a renforcé la bourgeoisie créole, une marionnette qui a remplacé les Espagnols par les Britanniques et les Américains, et une imitation de Napoléon. Au milieu de toutes ces divergences d'opinion, une chose est certaine, Simon Bolivar a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'Amérique du Sud d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, passez une bonne journée.